Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Alors, s'il y a des questions, j'imagine, en commentaire, n'hésitez pas. Ça me fait très plaisir d'être, ici aujourd'hui, pour vous parler, un petit peu de la radiothérapie, pour le cancer, pulmonaire. Merci pour l'introduction. Alors, voici mes conflits, d'intérêts, essentiellement des bourses de recherche de quelques compagnies pharmaceutiques et j'agis en tant que consultant, pour quelques compagnies également. Alors, qu'est-ce que la radiothérapie? Alors, la radiothérapie consiste en une l'utilisation de radiation ionisante pour traiter des tumeurs malignes. Parfois même, on l'utilise pour traiter certaines tumeurs bénignes. Puis, c'est utilisé depuis un petit peu plus de 100 ans. Et l'idée consiste globalement à administrer avec précision une dose de radiothérapie là où la tumeur est, tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants. Donc, en général, quand on parle de radiothérapie, on parle de rayons X, et donc c'est le même genre de type de rayons X avec lesquels on prend des images. Ça ressemble beaucoup à passer un scan, mais à la place d'utiliser des rayons X plus faibles pour prendre des images, ça va être des rayons X plus forts qui vont aller de façon ciblée tuer les cellules tumorales. Alors, il faut comprendre que c'est très répandu pour le cancer pulmonaire. On dit qu'à peu près 50% des patients, donc un patient sur deux avec un cancer pulmonaire, aura besoin d'une sorte de radiothérapie pendant son parcours. Alors, quels patients reçoivent de la radiothérapie pour un cancer du poumon? Alors, la radiothérapie se donne vraiment à travers le spectre de la maladie. Donc, dans le contexte de la maladie plus précoce, donc pas avancée, très limitée, on dit la maladie de stade 1. Il y a un rôle pour de la radiothérapie qu'on dit stéréotaxique. Ça, c'est un type de radiation dont je vais vous parler un petit peu plus en détail plus tard, mais très ciblé, qui se donne sur 1 à 8 sessions où les patients viennent au département de radiothérapie et reçoivent leur traitement de radiothérapie. On la donne aussi pour les cancers plus avancés, donc des cancers de stade 3. On dit que c'est de la maladie qui est loco-régionale, donc là où la tumeur émerge dans le poumon et aussi souvent va impliquer des ganglions, donc essentiellement des espèces de petits filtres qu'on a dans le médiastin, donc entre les deux poumons. Donc c'est une maladie qui est plus avancée. Là, les traitements se font habituellement sur une plus longue période. On parle habituellement entre 4 et 6 semaines. Et souvent, ce traitement-là, il est combiné avec de la chimiothérapie. Puis, après les traitements, on va souvent donner de l'immunothérapie, donc des traitements par les veines qui vont rendre les traitements plus efficaces et essayer d'augmenter les chances de contrôler le cancer. Et à l'autre spectre, au bout dans le cancer dit métastatique ou de stade 4, il y a aussi un rôle pour la radiothérapie qui peut être un rôle pour contrôler ou ralentir le cancer. Et des fois, c'est simplement pour soulager des symptômes. Donc, pas nécessairement au niveau des poumons, mais si on a des métastases, par exemple au niveau de la colonne vertébrale, on peut avoir besoin de radiothérapie dans un contexte pareil. Donc, c'est un petit peu les contextes dans lesquels les patients qui ont un diagnostic de cancer du poumon peuvent rencontrer la radiothérapie. Alors, comprendre un peu c'est quoi le stade du cancer pulmonaire, on entend beaucoup ça quand on rentre à l'hôpital, quand on a un diagnostic de cancer et aussi quand on parle autour de soi, quand on va voir sur Internet. Alors, il faut savoir qu'actuellement, ce qu'on utilise pour stadifier, entre guillemets, déterminer l'amplitude, l'étendue du cancer, c'est quelque chose qu'on appelle le stade TNM. T pour tumeur, N pour ganglion, les nodes en anglais, puis M pour la maladie métastatique. En gros, ce qu'on veut évaluer, c'est combien la tumeur primaire, donc la source, le cancer dans le poumon est grand ou qu'est-ce qu'il envahit comme structure autour. Donc ça, c'est pour le T. S'il y a des ganglions, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le drainage entre les poumons qui sont envahis, c'est le stade N, et combien il y en a et où ils se situent. Et puis, pour le M, c'est s'il y a de la maladie ailleurs, donc qui a vraiment quitté la région du poumon et de la zone environnante. Donc, si le cancer, il est métastatique. Puis, en combinant le T, le N et le M, on arrive souvent à ce qu'on appelle un stade global. Et ce stade-là, c'est ça le terme qu'on entend des fois, est-ce que j'ai un cancer de stade 4? Est-ce que j'ai pas un cancer de stade 1, etc. Donc, les stades ensuite globaux vont de 1 à 4, avec 1 étant la maladie la moins avancée et 4 habituellement faisant référence à une maladie métastatique, donc qui est vraiment partie de la maison mère. Donc, c'est un petit peu ça le contexte quand on parle du stade de cancer. Alors, c'est très important afin de déterminer
qui aura besoin de radiothérapie, de quelle radiothérapie le patient aura besoin. D'abord, de faire un bilan pour comprendre l'étendue du cancer et c'est quoi les possibilités de traitement qui existent. Alors, dans le bilan, souvent, ce que les patients vont rencontrer, entre autres, c'est de faire un scan du thorax, un scan de l'abdomen, souvent un scan de la tête ou une résonance magnétique de la tête pour aller s'assurer que le cancer ne s'est pas répandu au cerveau. Un TEP scan, qui est essentiellement un examen en médecine nucléaire où on injecte du sucre radioactif par les veines et ça va partout dans le corps et ça va détecter s'il va y avoir des cellules ou du cancer à d'autres endroits. Donc, pour aller justement chercher la maladie métastatique. On va souvent avoir besoin de faire une biopsie. Donc, je vous ai mis ici une image d'un type de biopsie qu'on peut faire qui s'appelle transthoracique. Ça se fait en radiologie ou sous le scan. On passe une aiguille à travers le poumon pour aller chercher du tissu et diagnostiquer le cancer. Donc, ça, c'est important pour confirmer qu'il y a un cancer, mais aussi pour comprendre quel type de cancer c'est, puisque les traitements, en fait, vont varier en fonction du type de cancer que ça va être. On a aussi besoin souvent de connaître la force de base des poumons des patients. Donc, on va faire ce qu'on appelle des tests de fonction respiratoire où les patients vont être invités à respirer dans une espèce de machine pour comprendre combien leurs poumons ont de réserve et donc quels sont les traitements qui sont possibles. Ça, c'est une partie des examens. On peut aussi faire ce qu'on appelle une bronchoscopie, où on passe avec une caméra et on va aller regarder les ganglions au niveau de ce qu'on appelle le médiastin, donc la zone entre les deux poumons, pour aller les évaluer, examiner s'il y a de la maladie dedans. Et donc, une fois que ce bilan-là est fait, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va discuter de tous les patients habituellement dans ce qu'on appelle un comité multidisciplinaire. Dans ce comité-là, il y a en général plusieurs spécialistes de l'hôpital, donc des chirurgiens de poumons, des radio-oncologues, donc des médecins qui donnent la radiothérapie, des oncologues médicaux qui donnent la chimiothérapie, l'immunothérapie, des pneumologues, donc des spécialistes des poumons, des pathologistes, ceux qui analysent les biopsies, des radiologues, ceux qui regardent les images. Tout le monde va être ensemble dans une même salle habituellement et on discute de tous les nouveaux patients pour déterminer à la lumière de ce qu'on a comme bilan, de ce qu'on a comme image, mais aussi du patient spécifique, de son état de santé, de ses autres maladies, de qu'est-ce qu'on pense que le patient est capable de prendre comme traitement. Et on fait habituellement une ou des recommandations de traitement pour chaque patient de façon assez individualisée. Donc, ça, c'est un petit peu le parcours. Une fois qu'on a fait ce parcours-là, après ce bilan-là, on sait quel type de radiothérapie, si celle-ci est indiquée, pour chaque patient. Et on revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est un stade 1 pour lequel on ne peut pas faire de chirurgie et donc on propose un traitement de radiothérapie stéréotaxique très ciblé sur la tumeur? Est-ce que c'est un stade avancé mais qu'on peut guérir où on propose 6 semaines de radiochimiothérapie? Ou est-ce que c'est une maladie métastatique où on a besoin, par exemple, de traiter des métastases au cerveau, des métastases aux os pour soulager les symptômes ou même contrôler ou ralentir la maladie? Donc, c'est un petit peu le contexte. Alors, une fois qu'on a déterminé qu'un patient a besoin d'avoir de la radiothérapie, le patient, bien sûr, rencontre le radio-oncologue en consultation habituellement en fait, avant même que ce soit discuté en réunion multidisciplinaire, qui fait partie, en fait, de la décision de traitement. Mais par la suite, le patient, une fois qu'on a décidé que le patient est d'accord pour avoir de la radiothérapie, il y a ce qu'on appelle une visite de préparation ou de planification, qui est un terme qu'on utilise souvent l'un ou l'autre, en fait, de façon assez interchangeable, des traitements de radiothérapie. Pendant cette visite, habituellement, les patients ils rencontrent à nouveau le médecin, ils posent leurs questions, on leur explique à nouveau comment les choses vont se dérouler, puis ils vont avoir ce qu'on appelle une simulation. Donc, ils vont avoir un scan. Souvent, ils vont avoir ce qu'on appelle, et je ne sais pas si ça va fonctionner, je pense que vous allez pouvoir, je pense qu'on appelle un scan 4D, donc en 4 dimensions, la 4e dimension étant le mouvement respiratoire. Et donc, le patient a une imagerie où on voit comment la tumeur, elle bouge, essentiellement pour informer l'équipe médicale sur comment la tumeur bouge et comment les rayons vont devoir être ciblés sur la tumeur pour la traiter convenablement tout en sauvant le tissu sain pulmonaire autour. Donc, les patients vont avoir ce scan, ils vont avoir souvent du matériel d'immobilisation qui varie d'un type de traitement à l'autre qui va être fait pour eux. Puis ensuite, ils vont rentrer à la maison. Et
pendant quelques jours ouvrables, il va y avoir une équipe médicale qui va travailler à faire leur plan de traitement en utilisant le scan qui aura été obtenu cette journée-là. Donc, essentiellement, il va y avoir l'équipe qui prépare les traitements, donc des médecins, des physiciens médicaux, des dosimétristes. Il y a vraiment une grande équipe derrière. Ce qu'on fait, c'est qu'on dessine les structures cibles, donc le cancer, on le dessine, on veut voir il est où, on veut mettre des marges après avoir analysé son mouvement respiratoire pour voir vraiment comment on veut que la radiothérapie aille cibler cette zone-là. Puis on va aussi dessiner tous les organes à éviter, le cœur, les poumons, la moelle épinière, les bronches, etc., pour essayer de essentiellement donner la dose au cancer et éviter les organes à risque le plus possible. Conjointement donc avec les dosimétristes, la physique médicale, on crée un plan de radiothérapie optimal. Donc on calcule comment la dose doit être délivrée. On vérifie, il y a des processus de contrôle de qualité très, très rigoureux qui sont mis en place. Et puis ensuite, on approuve le plan. Ça prend ce processus environ 5 jours ouvrables en général. Et ensuite, on est prêt à commencer. C'est sûr que quand des patients ont besoin de traitements palliatifs beaucoup plus rapidement, ça ne prend pas 5 jours ouvrables. On peut faire ça à l'intérieur d'une journée, même des fois quelques heures dans l'urgence. Mais pour des traitements à viser de guérir le cancer standard, en général, on prend 5 jours ouvrables. Donc, après cette visite que le patient a eue, 5 jours, c'est cool. Puis en général, quand ils quittent l'hôpital, ils ont la date à laquelle ils vont commencer leur traitement. Alors, je vous mets cette diapositive ici pour vous parler de comment les traitements ont évolué dans les dernières années. Parce que la radiothérapie moderne, elle est passée par une révolution technologique très, très, très importante dans les 30 dernières années, passant d'abord à ce qu'on appelait du 2D, donc de 2 dimensions. On utilisait des rayons X, comme vous pouvez voir ici, pour cibler où est-ce qu'on traitait. Donc, vous pouvez imaginer qu'on ne voyait pas grand-chose. On avait des repères anatomiques et la radiothérapie était donnée dans des zones très larges, pas super bien définies. Et ça, on faisait ça il y a un moment. Moi, je n'ai pas du tout connu cette période-là. Ensuite, début des années 90, on a commencé à avoir accès au scan, donc à de l'imagerie en 3 dimensions. Donc, à la place de voir le patient en 2D, donc juste en rayon X, on les voit vraiment en 3 dimensions. On voit l'intérieur et on est capable de dessiner où est-ce qu'on veut traiter et de cibler de façon un petit peu plus sophistiquée. Ça, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie 3D conforme. Radiothérapie qu'on ne voit pratiquement plus maintenant, puisque maintenant, ça a été remplacé beaucoup, à peu près partout dans le monde occidental, en tout cas, par ce qu'on appelle la radiothérapie par modulation d'intensité. Et ça, essentiellement, c'est nos machines de radiothérapie qui ont évolué. Et à la place de faire des champs de radiothérapie homogènes avec une entrée de dose de radiothérapie qui est plutôt fixe. Maintenant, on a une méthode plus sophistiquée où on module l'intensité. Il y a essentiellement des petites lamelles qui s'ouvrent et qui se ferment autour des champs de radiothérapie et qui permettent d'aller vraiment prendre la forme de la tumeur ou de la zone qu'on veut traiter et ainsi de traiter de façon plus ciblée et d'éviter les organes à risque, donc le poumon, le cœur, les organes qui sont sains et qu'on veut éviter d'une manière vraiment précise. Et la radiothérapie stéréotaxique, la dernière image que je vous montre ici, c'est vraiment un peu la dernière iténération de ça, qui consiste essentiellement à une genre d'infinité de champs qui s'ouvrent et qui se ferment et qui vont aller vraiment déposer la dose avec une précision encore plus importante. Donc, il y a vraiment eu dans les 30 dernières années des changements assez majeurs. Et donc, la radiothérapie d'aujourd'hui est vraiment différente de la radiothérapie que les gens ont connue il y a 10, 20 ou 30 ans. Alors, les types de radiothérapie pulmonaire. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour les cancers de stade précoce, donc de stade 1, souvent, on va offrir ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique. Donc, on va traiter, ce sont habituellement des petites tumeurs qui sont quelque part au niveau du poumon. Il n'y a pas d'atteinte au niveau des filets ganglionnaires, des drainages au niveau du médiastin. Donc, on traite une petite zone avec une extrême précision. Et comme c'est assez petit, puis qu'on est très précis avec des images qu'ils ont prises avant chaque traitement, on est capable de donner des très hautes doses de radiothérapie à chaque fois. Et ça nécessite donc peu de séances. On peut faire ça en un traitement ou même des fois 8 traitements en fonction de la localisation de la tumeur. Quand les tumeurs sont proches de certains organes, comme par exemple le cœur ou bien les bronches, on va vouloir donner la dose de manière plus douce. Donc, on va aller un petit peu plus vers 8 traitements.
Si c'est une petite tumeur qui est en plein milieu du poumon, il n'y a pas vraiment de structure qui nous inquiète à éviter autour, on peut des fois y aller en une seule séance. En moyenne, on fait souvent ça entre 3 et 5 séances. Donc là, je vous donne un exemple de ce que ça peut avoir l'air. Donc, on voit ici une petite tumeur au niveau du poumon droit et on va traiter cette tumeur-là. Ici, cette lésion, elle avait été traitée en 3 séances et les traitements se sont donc déroulés aux 2 jours pendant 3 fois. Et voilà. Ensuite, l'autre type de radiothérapie, c'est la radiothérapie qu'on dit conventionnelle, qui utilise ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc la modulation d'intensité. C'est ce qui est fait, comme je vous dis, dans la plupart des centres actuellement. Donc, on traite un volume qui est plus large parce qu'habituellement, on inclut le cancer primaire, mais il peut aussi avoir des ganglions, donc les espèces de filtres qui sont malades où le cancer s'est déjà répandu. Donc, le volume est habituellement plus large. Et donc, à cause de ça, on doit donner des plus petites doses tous les jours pour essayer de protéger les organes autour. Et donc, habituellement, les traitements se prolongent là sur 4 à 6 semaines. Ensuite, donc, le déroulement des traitements. Si vous avez de la radiothérapie stéréotaxique, ça se fait habituellement en 1 à 8 visites et chaque visite dure environ 45 minutes à 1 heure, alors que le traitement de radiothérapie conventionnelle, les sessions vont être, bon, il y en aura plus, mais elles vont être plus courtes, donc 15 à 30 minutes. À noter que si on vous offre de faire de la radiothérapie que nous, on appelle palliative, dans le contexte d'une maladie métastatique, pour ralentir la maladie, par exemple, il peut y avoir un plus petit nombre de sessions, mais habituellement, elles vont durer entre 15 et 30 minutes. La radiothérapie, c'est important, puis c'est quelque chose de base que des fois, on se fait poser comme question. Pendant qu'on reçoit les rayons, on est couché sur la machine, comme le monsieur ici. Il y a la technologue ou la technologue qui va vous aider à vous placer, puis ils vont quitter la salle, prendre des images pour s'assurer que le patient est en bonne position, puis ensuite, la radiothérapie va être donnée. Pendant qu'on reçoit la radiothérapie, on ne sent rien, on ne voit pas. La radiothérapie, c'est des rayons X et on n'est pas radioactif quand on sort de la salle de radiothérapie. Donc, on peut par la suite être avec sa famille, avec des enfants, prendre les gens dans ses bras, il n'y a pas de problème du tout. Quels sont les effets secondaires les plus communs de la radiothérapie? Donc, comme on traite dans la zone des poumons, on peut imaginer que les poumons, c'est une des zones les plus affectées. Donc, on peut avoir, et en fonction de combien large le champ de radiothérapie est, les chances de développer ça peuvent varier. Donc, si on a un cancer de stade 1 où on utilise la technique de radiothérapie stéréotaxique, les chances que ça arrive d'avoir une inflammation des poumons sont très faibles. On dit autour de 1 à 2%. Tandis que si on a un traitement sur un champ plus large, les chances peuvent augmenter. Ça peut augmenter jusqu'à 30% chez certains patients. Donc, les effets secondaires d'une inflammation des poumons, que nous, on va appeler souvent une pneumonite, donc IT pour inflammation, c'est de la toux, de l'essoufflement. Des fois, on peut avoir de la fièvre. La toux est souvent sèche. Puis, si les patients développent ça, souvent, ils vont développer ça dans les semaines qui vont suivre les traitements. Donc, pas pendant les traitements. Si les patients développent ça par la suite, souvent, on a besoin de traiter avec des anti-inflammatoires, plus rarement des hospitalisations, etc. Mais la plupart du temps, un cours d'anti-inflammatoire pour une période peut aider à résoudre le problème. Souvent, on peut développer aussi ce qu'on appelle une œsophagite. Donc, l'œsophage, ça fait partie de la structure digestive par laquelle on avale. Et c'est le tube vers lequel ça va vers l'estomac et qui se retrouve en arrière, ici, vous voyez avec la flèche. Donc, souvent, il peut y avoir de la radiothérapie qui peut y toucher au passage et on peut donc ressentir des brûlements, des douleurs au niveau de l'œsophage pendant les traitements de radiothérapie et dans les semaines qui suivent. On peut avoir aussi, en fonction de où se trouve la tumeur, des brûlures à la peau, des rougeurs. On peut avoir de la fatigue, ça c'est très commun et souvent ça peut persister plusieurs mois après les traitements de radiothérapie. On ne sait pas vraiment c'est quoi les causes de fatigue. C'est sûr que le corps est très stimulé à réparer les tissus et donc ça peut fatiguer, mais il y a aussi souvent tout le diagnostic de cancer, le post-traitement qui peut être assez difficile et souvent la poussière tombe et il y a une fatigue assez importante qui peut émerger souvent plus tard après les traitements de radiothérapie.
Et donc, les effets dont je vous parle sont plus communs avec la radiothérapie conventionnelle, comme les volumes de traitement sont plus larges. Pendant les traitements, donc, les patients sont suivis tous les jours par les technologues en salle de traitement qui vont essentiellement rencontrer les patients, les placer en salle et s'il y a un pépin quelconque, ils vont appeler l'équipe médicale qui va pouvoir voir sur demande les patients. Mais de manière hebdomadaire, les patients vont habituellement voir leur médecin. Ils vont voir de façon hebdomadaire ou pas, en fonction du type de cancer, leur infirmière, donc une infirmière pivot, une nutritionniste aussi qui peut les aider pour l'alimentation, surtout à mesure que les symptômes, les traitements progressent et que des symptômes comme l'œsophagite, donc l'inflammation de l'œsophage, peuvent survenir et rendre l'alimentation un petit peu plus difficile. Et au fur et à mesure que les traitements avancent, l'équipe va aider les patients à soulager les symptômes avec des médicaments, avec des interventions. Moi, je dis souvent aux patients, on ne vous laisse pas dans la brousse tout seul. Là, on vous présente les traitements, on vous parle des effets secondaires au début, mais par la suite, c'est vraiment un accompagnement qui se fait par toute l'équipe. Et puis, vous n'êtes pas tout seul, on vous suit régulièrement et on intervient dès qu'il y a quelque chose qui est plus difficile. Après les traitements, quand la radiothérapie est finie, habituellement, les patients sont vus par leur équipe médicale tous les 3 à 6 mois en visite, mais aussi avec des scans, des examens qui sont faits. Et souvent, particulièrement dans le contexte des cancers avancés, où on va avoir besoin d'immunothérapie, donc il peut y avoir des traitements supplémentaires qui peuvent être prévus quand les patients ont terminé leur traitement. Donc, je veux juste montrer cette image parce que des fois, les patients, ils sont inquiets, ils disent, mais est-ce que mon cancer est parti ou est-ce qu'il n'est pas parti? C'est pas toujours évident sur les scans de suivi parce que la radiothérapie, c'est pas comme une chirurgie où on enlève le cancer puis là, on ne le voit plus. On va aller brûler une zone. Donc ici, on voit une petite lésion qui a été traitée par radiothérapie. 6 mois par la suite, on voit des espèces de changements un petit peu bizarres. Mais en fait, c'est de la cicatrice. Puis, 3 ans plus tard, il y a toujours cette zone de cicatrice-là. Donc, on ne s'attend pas à ne rien voir. On veut juste que ces changements cicatriciels restent pareils. Et donc, des fois, il y a un petit peu d'attente. On dit, on va voir le prochain scan, qu'est-ce qui se passe? Puis on est rassuré parce que ça a plus l'air d'être de la cicatrice, etc. Donc, ce sont des choses qu'on voit et puis ce n'est pas des choses qui sont particulièrement inquiétantes. C'est quoi les autres traitements qui sont aussi possibles chez les patients? Alors, les patients peuvent être orientés en fonction de leur état, en fonction de la situation, de manière additionnelle ou en remplacement, être orientés vers une chirurgie où ça consiste habituellement à enlever 1 ou 2 lobes de poumon, donc des sous-parties de poumon, ou des fois, on a besoin d'enlever un des 2 poumons complètement. Les patients peuvent avoir besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'immunothérapie. Ça, c'est un genre de traitement systémique par les veines qui va renforcer le système immunitaire, puis qui l'aide à détruire les cellules cancéreuses. Donc, souvent, on va le donner de façon complémentaire après la radiothérapie dans les cancers localement avancés. Et dans les cancers métastatiques, l'immunothérapie, maintenant, fait toujours partie des traitements que les patients reçoivent. On peut avoir besoin de chimiothérapie, donc des fois en combinaison avec la radiothérapie, comme je vous ai dit plus tôt, ou des fois de façon séparée. Et ça, ce sont des traitements qui vont détruire les cellules cancéreuses. Ils sont injectés par les veines la plupart du temps. Des fois, ils sont donnés en comprimé. Et il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie ciblée dans certains sous-types de cancer pulmonaire qui utilisent un peu un traitement semblable à la chimiothérapie, mais ils vont aller cibler un petit peu plus spécifiquement les cellules cancéreuses comparativement à la chimiothérapie.